Elle l'a dit au dessert, j'aurais préféré que tu ne sois jamais né, tout le monde a ri sauf moi. J'ai posé lentement ma fourchette. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai souri. Puis j'ai dit ma phrase. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Elle ne m'a plus jamais adressé la parole. Je suis parti. Je m'appelle Claire Mitchell et le soir du 62e anniversaire de ma mère, devant mes frères, mes tantes, mes cousins, et 2 amis de la famille que je connaissais à peine, elle a levé sa coupe de champagne, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu n'aurais jamais dû naître ». Le son a tranché à travers les rires forcés et le tintement des verres comme un couteau. Un instant, je me suis presque demandé si j'avais mal entendu. Peut-être avait-elle dit autre chose. Mais la façon dont le sourire de ma tante s'est évaporé, la façon dont les fourchettes se sont figées en l'air, m'ont dit que j'avais parfaitement entendu. Je n'ai pas bronché. Pas tout de suite. Si je le faisais, elle gagnerait. C'était son jeu. Me choquer en public, me faire réagir, pour ensuite déformer l'histoire en un malentendu. Alors, à la place, j'ai laissé ces mots flotter dans l'air comme de la fumée, s'insinuant dans chaque recoin de la table jusqu'à ce que plus personne ne puisse les ignorer. J'ai simplement gardé les yeux fixés sur les siens, calme, impassible. La vérité, c'est que ce n'était pas nouveau. Ce n'était même pas surprenant. C'était juste la version la plus publique de quelque chose que j'avais ressenti toute ma vie. Et assise là, j'ai réalisé quelque chose. Elle pensait avoir le dernier mot ce soir. Elle pensait que c'était sa façon de me remettre à ma place. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'attendais cela, que je m'y préparais. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. J'allais dire la seule chose qui forcerait chaque personne à cette table à détourner le regard. Même elle. Cette soirée avait commencé comme n'importe quelle autre. Un SMS froid plus tôt dans la journée. Dîner 20h. Ne sois pas en retard. Aucune chaleur. Pas de ça serait bien de te voir. Juste un ordre. Quand je suis entré dans l'appartement, j'ai senti le changement instantanément. Mes frères m'ont fait des accolades rapides et sans conviction. Les rires se sont tus au moment où je suis apparu à l'entrée de la cuisine. Même leur façon de se tenir me donnait l'impression d'avoir interrompu quelque chose. Ce que je ne savais pas, c'est que ce dîner n'allait pas seulement me piquer. Il allait provoquer une rupture. Et une fois que ce serait fait, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Avant que je vous raconte exactement ce qui s'est passé après qu'elle a prononcé ces mots et la réponse qui le lui a fait regretter, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer la suite de l'histoire et dites-moi dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez en ce moment. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyagera. Le premier signe que ce dîner n'était pas juste une autre réunion de famille gênante est venu des heures avant même qu'il ne commence. À 11h14 ce matin-là, mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, m'attendant à moitié à quelque chose de normal. Peut-être un j'ai hâte de te voir ce soir ou au moins un j'espère que tu pourras venir. À la place, c'était de ma mère et il disait simplement « Dîner 20h ». Ne sois pas en retard. Pas de salutation, pas de chaleur, aucun signe qu'elle avait vraiment hâte de me voir. Juste un ordre, comme si elle rappelait à la femme de ménage son horaire de travail. J'ai fixé le message un long moment, mon pouce planant au-dessus du clavier. J'aurais pu répondre quelque chose de cinglant. Dois-je apporter ma propre chaise ou y aura-t-il une place pour moi cette fois? Mais à la place, j'ai tapé la réponse la plus sûre. Ok. Avec elle, chaque mot était une munition potentielle pour plus tard. Moins j'en donnais, moins elle pouvait déformer. Le soir, lorsque je me suis retrouvé devant son immeuble, le vent de février transperçant mon manteau, j'avais déjà répété le plan dans ma tête. Salutations polies, conversation minimale, éviter les sujets qui pourraient se transformer en dispute. Survivre au dîner, rentrer à la maison, respirer. Mais dès que je suis entré, j'ai su que ce plan ne survivrait pas à la nuit. L'appartement était chaleureux, mais l'accueil l'était tout sauf. Mes frères m'ont accueilli à la porte avec le genre d'accolades qui sont plus une formalité qu'un geste sincère. Brève, raide, terminée en moins d'une seconde. De la cuisine venait le son des rires, forts, débridés. Mais à la seconde où je suis apparu, ils se sont arrêtés. Ma tante s'est penchée sur la corbeille à pain comme si elle nécessitait une attention urgente. Mon cousin s'est soudainement rappelé que le contenu du frigo avait besoin d'être inspecté. Ma mère n'a même pas levé les yeux de l'évier. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que peut-être j'imaginais des choses.
Mais je m'étais retrouvé dans cette situation exacte trop de fois pour prétendre ne pas savoir ce que c'était. Un mur que l'on peut sentir même quand personne ne dit un mot. Je me suis dirigé vers le couloir pour accrocher mon manteau. C'est là que je l'ai entendu. La voix de ma mère, basse, mais pas assez basse, flottant de l'autre côté du comptoir de la cuisine. Pour être honnête, la voix a été la plus grande erreur de ma vie. Les choses que j'aurais pu faire si je n'avais pas eu à. Le reste a été couvert par le fracas d'une casserole sur la cuisinière, mais je n'avais pas besoin d'entendre la fin. Je me suis figé, fixant le carrelage. Pas parce que j'étais choqué. Dieu sait que je m'étais déjà senti indésirable, mais parce qu'elle l'avait dit comme on commente la météo, calme, certaine, comme si c'était une vérité universelle, pas une opinion. Je suis resté parfaitement immobile, mon manteau toujours suspendu à mon bras, ma respiration courte. Personne ne savait que j'avais entendu, et je n'allais pas le leur faire savoir. Pas encore. Nous nous sommes finalement réunis à table. J'ai choisi le bout le plus éloigné d'elle. Je ne voulais pas qu'elle soit assez proche pour lire sur mon visage. Les conversations coulaient facilement entre les autres. Projet de vacances, promotion au travail, potin sur un voisin que je n'avais jamais rencontré. Chaque fois que j'ouvrais la bouche pour me joindre à eux, quelqu'un me coupait la parole. Mon frère est né une fois, ma mère 2 fois. Je souriais, buvais une gorgée d'eau, et laissais le bruit me submerger, tout en emmagasinant chaque interruption comme une encoche dans mon esprit. J'ai remarqué d'autres détails aussi. Les tenues assorties que mes frères portaient pour les photos. Les verres à vin coordonnés à chaque place, sauf la mienne, qui était un vieux verre dépareillé du fond du placard. De petites choses, mais pas des accidents. Dans ma famille, rien de tel n'est jamais un accident. Et quand j'ai croisé le regard de ma mère pour la première fois de la soirée, je l'ai vu. Pas de la colère, pas de l'agacement, quelque chose de plus froid, de calculé. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle retenait quelque chose, attendant le moment parfait pour le lâcher. Elle avait une façon de choisir son moment pour que le coup porte avec le maximum de force et le plus de témoins possible. Je ne savais pas exactement quelle forme cela prendrait, mais je pouvais le sentir. Et pour la première fois depuis des années, je n'en avais pas peur. En fait, je l'accueillais presque, car quoi qu'elle prévoyait de dire, je n'allais pas laisser passer ça cette fois. Et cela rendait l'air entre nous électrique, chargé de quelque chose que ni l'une ni l'autre ne pouvait encore nommer. Au moment où la nourriture a commencé à arriver sur la table, la distance entre moi et tous les autres n'était plus quelque chose que j'imaginais. C'était quelque chose que je pouvais mesurer dans chaque regard, chaque phrase à moitié avalée, chaque sourire poli qui s'effaçait trop vite. Le plan de table avait été délibérément arrangé. Mes frères étaient côte à côte près de ma mère, leurs femmes à leur côté, les cousins regroupés à l'autre bout. J'étais placé près du coin, techniquement à table, mais positionné de manière à faire partie de la scène sans faire partie de la conversation. D'où j'étais assise, je pouvais voir presque tout le monde, mais l'espace à côté de moi restait vide. Personne n'a choisi la chaise à ma droite. C'était comme si une ligne invisible avait été tracée. Voilà ta limite, Claire. Ne la franchis pas. Le premier plat a été servi, et avec lui est venu le genre de bavardage décontracté qui ne m'incluait jamais. Tu te souviens de cet été à Montauk ? A demandé mon frère aîné en riant, sa fourchette pointée vers mon frère cadet. Oh, mon Dieu, oui, a renchéri ma mère avant même qu'il ait fini. Ils échangeaient des souvenirs comme des répliques bien rodées d'une pièce de théâtre, chaque détail poli par la répétition. J'avais été là cet été-là, moi aussi. J'aurais pu ajouter quelque chose. J'ai même ouvert la bouche pour parler. Mais avant que je puisse le faire, mon cousin a enchaîné avec une autre histoire, et ma voix a été engloutie par le bruit. Ce n'était pas seulement qu'on me parlait par-dessus. C'était la façon dont le rythme de la conversation se courbait activement autour de moi, comme l'eau s'écoulant autour d'une pierre. Chaque fois que je me penchais en avant, il se déplaçait ailleurs. Chaque fois que je tentais d'établir un lien, il me glissait entre les doigts. À un moment donné, ma tante s'est penchée vers ma mère et lui a chuchoté quelque chose. Le regard de ma mère s'est posé sur moi une fraction de seconde avant qu'elle n'esquisse un sourire crispé et ne secoue la tête. Le message était clair. Quelle que soit la suggestion, ça ne valait pas la peine de m'y inclure. Je gardais les mains croisées sur mes genoux, hochant poliment la tête quand le regard de quelqu'un croisait le mien, bien que ce fût rare. Je laissais mon sourire faire le travail que ma voix n'était pas autorisée à faire. Le fait est que j'ai passé toute ma vie dans des pièces comme celle-ci.
Ce n'est pas l'absence de mots qui vous blesse. C'est la comédie de la politesse, la manière soignée dont les gens font semblant que vous êtes la bienvenue tout en s'assurant que vous n'appartiendrez jamais vraiment. Quand la conversation s'est finalement tournée dans ma direction, ce fut par accident. Mon frère cadet a interrogé sa femme sur son nouveau travail, et elle a mentionné qu'un de ses collègues me connaissait. « Oh, Claire » dit-elle d'un ton enjoué, se tournant vers moi pour la première fois de la soirée. « Il a dit que tu travaillais sur quelque chose d'important ?» J'ai hoché la tête, commençant à répondre. « Oui, je suis en train de... » Mais la voix de ma mère a tranché la mienne. « Ne parlons pas de ça maintenant » dit-elle d'un ton léger, agitant la main comme si j'avais été sur le point de me lancer dans un débat politique plutôt qu'un simple compte-rendu sur mon travail. Et voilà, le projecteur s'était déplacé. J'ai senti le coin de ma bouche tressaillir. Pas tout à fait un sourire, pas tout à fait une grimace, plutôt l'instinct du corps qui se prépare à un coup qu'il sent venir. Le reste du premier plat s'est déroulé dans un flou de blagues privées dont je ne faisais pas partie et d'histoires qui s'arrêtaient juste avant de m'inclure. Au moment où les assiettes ont été débarrassées, je pouvais sentir une brûlure silencieuse dans ma poitrine. Pas de la colère, exactement, mais quelque chose de plus vif. Le genre de vigilance que l'on ressent quand on réalise qu'on n'est pas seulement un étranger dans une pièce. On est la cible de quelque chose qui est soigneusement construit. Je ne savais pas quand elle frapperait, mais je savais qu'elle le ferait. Et la façon dont l'énergie de chacun gravitait autour d'elle, guettant ses signaux, imitant son ton, me disait que lorsqu'elle le ferait, personne n'interviendrait. Ce qui me convenait, car cette fois, je ne comptais sur personne pour me défendre. J'avais déjà décidé que je le ferais moi-même. Et quand je parlerais enfin, je n'allais pas dire juste assez pour survivre à la soirée. J'allais en dire assez pour la changer à jamais. Le deuxième plat était encore en train d'être servi quand c'est arrivé. J'avais quitté la table sous prétexte d'aller chercher un verre d'eau sur le buffet, bien que la vérité soit que j'avais besoin d'espace. L'air autour de cette table avait la densité d'une pièce fermée en plein été. Lourd, vicié, difficile à respirer. Chaque sourire semblait répété. Chaque rire répété, chaque regard mesuré. J'ai marché lentement, laissant le bruit s'estomper derrière moi en entrant dans le couloir. La lumière y était plus douce, les voix de la cuisine plus distinctes. La voix de ma mère, en particulier, portait de cette manière qui lui était propre, juste assez fort pour être entendue de quelqu'un qui n'était pas censé écouter. Elle a de la chance que je l'ai même invitée. Tu sais comment elle est, toujours à tout transformer en drame. Les mots étaient assez vifs pour percer le calme que j'essayais de maintenir depuis mon arrivée. Elle n'avait pas besoin de dire mon nom. Le ton seul suffisait. La petite insistance sur « chance ». La pause avant « invité ». La générosité implicite, tout était conçu pour la présenter comme la magnanime, la mère longanime qui fait la charité à sa fille ingrate. Je suis resté parfaitement immobile, la main posée sur le buffet. Mon pouce était accéléré, non pas sous le choc, il n'y avait rien de surprenant dans son choix de mots mais devant la précision de l'exécution. C'était un récit qu'elle peaufinait depuis des années. De la cuisine, la voix de ma tante s'éleva, plus douce, presque hésitante. Mais Claire est ta fille, ce soir est censé être. Le rire de ma mère la coupa. Il n'était ni chaleureux ni amusé. C'était une expiration brève et méprisante qui ressemblait plus à de l'incrédulité qu'à de la joie. Ne commence pas, Margaret. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû supporter. Les sacrifices que j'ai faits, les choses que j'aurais pu faire de ma vie si je n'avais pas eu à. Le reste fut englouti par le bruit d'une poêle raclant la cuisinière. Mais je n'avais pas besoin d'entendre la fin. Je savais déjà comment cette phrase se terminait. J'ai bu une lente gorgée du verre que j'avais rempli, gardant les yeux baissés, comme si le carrelage pouvait m'offrir un moyen de me stabiliser. L'eau avait un goût métallique, légèrement amer. Il y avait dans sa façon de parler quelque chose qui coupait plus profondément que si elle me l'avait dit en face. Au moins, une attaque directe aurait été honnête. Mais cette cruauté désinvolte, c'était différent. C'était le genre de mépris qui ne naît pas dans l'instant, mais qui est cultivé pendant des années, répété en privé, affiné jusqu'à pouvoir être livré avec la fluidité d'un fait. C'était la certitude dans son ton qui m'a marqué. La façon dont elle ne prenait même pas la peine de baisser la voix pour m'empêcher de l'entendre. Peut-être qu'elle s'en fichait. Peut-être qu'elle le voulait. Des pas se sont approchés. J'ai légèrement bougé, faisant semblant de redresser un cadre de tableau de travers sur le mur. Mon cousin est apparu,
portant un plat fumant vers la salle à manger. Il est passé devant moi sans un regard, comme si j'étais un meuble de plus. Je l'ai suivi quelques secondes plus tard, le bruit de la table s'intensifiant à chaque pas. Quand je suis retourné à ma place, ma mère était déjà revenue à la sienne, un sourire poli arrangé sur son visage comme un bijou qu'elle aurait sorti pour les grandes occasions. Ses yeux ont croisé les miens une demi-seconde, stables, illisibles. Je me suis demandé si elle jaugeait si je l'avais entendu, et si oui, ce que je pourrais faire. Je me suis glissé sur ma chaise, l'assiette devant moi maintenant remplie. Autour de moi, la conversation a repris. Mon frère cadet taquinant l'aîné, mes cousins se joignant au rire. Chaque mot, chaque gloussement semblait se déplacer juste autour de moi, jamais à travers moi. J'ai pris ma fourchette, mais je n'ai pas pris de bouchée. Mes pensées étaient assez fortes pour couvrir le brouhaha. Personne d'autre à table ne savait ce que je venais d'entendre, et je n'allais pas lui donner la satisfaction de réagir tout de suite. Elle s'y attendrait, une explosion, une fissure dans mon sang-froid qu'elle pourrait saisir et transformer en une histoire sur mon instabilité. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait de confirmer quelque chose que je soupçonnais depuis mon arrivée. Ce dîner n'était pas une célébration. Il ne s'agissait même pas de famille. Il s'agissait de planter le décor. Chaque regard, chaque exclusion subtile, chaque interruption calculée, tout cela n'était qu'une préparation pour autre chose, quelque chose de plus grand. Et si elle construisait une scène, elle avait clairement l'intention de s'y tenir. Le truc, c'est que je pouvais m'y tenir aussi. J'ai piqué un morceau de nourriture avec ma fourchette, forcé un petit sourire mesuré, et me suis jointe au rire à l'autre bout de la table. Non pas parce que je trouvais quoi que ce soit de drôle, mais parce que c'était le camouflage parfait. Elle pensait peut-être être la seule à se préparer pour une performance ce soir. Elle découvrirait bien assez tôt qu'elle avait tort. Lorsque les assiettes du deuxième plat furent débarrassées, la table bascula dans ce chaos confortable d'un repas de famille. Conversation qui se chevauche, cliquetis de couverts, verres que l'on remplit, confortable pour tout le monde, sauf pour moi. De là où j'étais assise, j'avais l'impression de regarder la soirée à travers une vitre. Je pouvais voir la chaleur, entendre les rires, mais rien de tout cela ne m'atteignait. Chaque fois que je pensais avoir trouvé une ouverture, elle se refermait avant que je puisse la saisir. Le plan de table empirait les choses. Mon frère aîné était à ma gauche, mais tourné vers ma mère. Son corps était juste assez incliné pour me laisser de côté. En face de moi était assis mon cousin, qui souriait poliment chaque fois que nos regards se croisaient, mais n'engageait jamais la conversation avec moi. À ma droite, la chaise restait vide, la seule place inoccupée de la table. Ce n'était pas une erreur. Dans cette famille, rien dans la disposition des choses ne l'était jamais. Mes frères étaient au milieu d'une histoire sur des vacances à Montauk. Oh mon Dieu, tu te souviens de la tempête, a ri mon frère cadet. Comment pourrais-je l'oublier, a répondu l'aîné. On a cru que la maison allait s'envoler. J'avais été là cet été-là. J'aurais pu leur parler du sifflement du vent contre les fenêtres ou du fait que nous avions tous dormi dans le salon pour être ensemble. J'ai même ouvert la bouche pour le dire, mais avant que je puisse le faire, ma mère a sauté sur l'occasion avec sa propre version, et l'histoire a continué sans moi. Cela s'est produit encore et encore. Un cousin a mentionné un restaurant qu'il adorait. J'y étais allé la semaine dernière. Ma tante a parlé d'une exposition d'art. Je l'avais vue aussi. Mais chaque fois que je me penchais pour participer, la conversation changeait de direction comme un banc de poissons fuyant un prédateur. La vérité, c'est que je n'étais pas dangereuse pour eux. J'étais gênante. Ma présence exigeait une forme de politesse qu'ils n'avaient pas envie d'offrir, alors il était plus simple de m'exclure complètement. À un moment, ma tante m'a passé la corbeille à pain et m'a offert un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tout va bien, Claire ?» a-t-elle demandé, la voix trop légère, comme si elle essayait de paraître décontractée. J'ai hoché la tête. « Très bien, merci, et j'ai passé la corbeille. » Elle n'a rien demandé d'autre. Le moment de quasi-connexion suivant est venu de la femme de mon frère cadet, qui m'a interrogé sur mon travail. Un de mes collègues a dit que tu travaillais sur quelque chose d'important, dit-elle, sincèrement curieuse. J'ai commencé à répondre. Oui, je suis en train de. Mais la voix de ma mère a traversé la mienne comme un couteau. Ne parlons pas de ça maintenant, dit-elle avec un petit rire, comme si mon travail était quelque chose d'inapproprié à mentionner à table. La conversation a repris sans hésitation.
Ma belle-sœur m'a jeté un bref regard, presque désolée, mais n'a pas insisté. Je me suis rassise sur ma chaise, laissant le bruit des autres remplir l'espace où ma voix avait été. Ce n'était pas seulement que j'avais été interrompu. C'était que personne ne semblait remarquer ou se soucier que j'ai été réduite au silence. Ce n'était pas de la simple impolitesse. C'était une chorégraphie. Ma mère donnait le rythme et tout le monde suivait. Elle avait un public ce soir, et j'étais le numéro qu'elle préparait. C'était clair maintenant. Elle me gardait petite, contenue, invisible jusqu'à ce qu'elle décide qu'il était temps de me rendre visible, mais seulement selon ses propres termes. Il y eut un moment, au milieu du plat principal, où je l'ai surprise en train de me regarder. Elle ne souriait pas, mais elle n'avait pas l'air en colère non plus. Son expression était tout autre, une sorte d'anticipation calme. C'était le regard de quelqu'un qui attend le moment parfait pour frapper. Et la connaissant, ce serait un moment choisi pour que le coup atterrisse avec le maximum de témoins. J'ai bu mon eau lentement, sans rompre le contact visuel jusqu'à ce qu'elle détourne le regard. Très bien, pensais-je. Laisse-la faire son mouvement. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que je l'observais aussi. Et au moment où elle ouvrirait cette porte, je serais prête à la franchir. C'est arrivé pendant ce qui aurait dû être la partie la plus sûre de la soirée, l'accalmie entre le plat principal et le dessert, lorsque les gens relâchent leurs épaules, remplissent leurs verres et se laissent aller à des conversations plus légères. Les assiettes avaient été débarrassées, le café était servi, et mon frère cadet racontait une histoire de road trip désastreux que sa femme et lui avaient fait l'été précédent. Tout le monde riait, même moi. Puis mon frère aîné s'est tourné vers moi, la voix juste assez forte pour capter l'attention de la table. « Vous vous souvenez comment était Claire à chaque road trip » dit-il en souriant. À mi-parcours, elle appelait papa en pleurant parce qu'elle n'avait plus d'argent. Il y eut un temps de silence, cette petite pause avant que les gens ne décident si c'est une blague ou une insulte. Puis les rires sont venus, hésitant d'abord, puis plus fort. Même ma tante a ri, bien qu'elle ait couvert sa bouche à mi-chemin comme si elle savait qu'elle ne devrait pas. J'ai souri, parce que c'est ce qu'on fait dans ma famille quand la blague est sur vous. On sourit, on joue le jeu, on prouve qu'on peut encaisser. Mais à l'intérieur, les mots avaient un poids différent. L'histoire n'était même pas exacte. J'avais demandé de l'aide à papa une fois, à 19 ans, fauché, à l'autre bout du pays dans une voiture qui tombait en morceaux. Mais dans le récit de mon frère, c'était devenu un défaut de caractère, une blague récurrente dont tout le monde était complice sauf moi. C'est vrai, intervint ma mère, le ton léger, mais les yeux fixés sur moi. Certaines choses ne changent jamais. C'était juste 5 mots, mais ils étaient chargés. La façon dont elle les a dit, l'implication ne concernait pas un unique road trip. Il s'agissait de la personne qu'elle pensait que j'étais et que je serais toujours. La table éclata de rire à nouveau. Plus fort cette fois, plus confiant. Et voilà, le premier coup. Pas le coup de grâce, pas encore. Mais la première frappe, une pique publique déguisée en blague, formulée de telle sorte que si je réagissais, je passerais pour quelqu'un sans humour, trop sensible, impossible à satisfaire. J'ai bu mon café lentement, laissant la chaleur enrober ma gorge, et je me suis rappelé la décision que j'avais prise avant même d'arriver. Je n'allais pas lui offrir, ni à eux, une victoire facile. La conversation s'est détournée de moi, revenant aux histoires de voyage et aux potins de bureau, mais l'air autour de la table avait changé. Je pouvais sentir le courant sous-jacent maintenant, la façon dont certains regards glissaient dans ma direction, comme si les gens vérifiaient si j'avais mordu à l'hameçon. J'ai gardé une expression calme, même légèrement amusée, mais mon esprit était plus vif, plus alerte. Cette seule phrase de ma mère m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle n'attendait plus seulement le bon moment. Elle s'échauffait, testait le terrain, voyant jusqu'où elle pouvait pousser sans perdre la salle. Je me suis souvenu des mots que j'avais entendus dans le couloir, elle a de la chance que je l'ai même invitée, et je les ai sentis s'emboîter avec ce moment. Elle construisait un récit, pièce par pièce, et c'était sa façon de s'assurer que le reste de la table me voit comme elle le voulait. Il ne lui suffisait pas de penser que j'étais une erreur. Elle avait besoin que tout le monde le croie aussi. Alors que le dessert était servi, elle a orienté la conversation vers les traditions familiales. Vous vous souvenez quand on faisait Thanksgiving chez grand-mère, dit-elle en souriant à mes frères. C'était tellement plus simple à l'époque. Tout le monde connaissait sa place. Les mots ont atterri comme un bruit sourd dans ma poitrine. Elle ne m'a pas regardé en le disant, mais ce n'était pas la peine. Le message était clair.
C'était moi qui avais cessé de connaître ma place. J'ai pris une bouchée de dessert, sucré et lourd, et j'ai laissé le silence entre nous grandir. Elle me poussait à réagir. Je la sentais si employée, essayant de créer le moment où tous les yeux seraient rivés sur moi avant de livrer sa réplique finale. J'ai jeté un coup d'œil vers elle, la surprenant juste au moment où elle détournait le regard. Et j'ai su que le vrai coup n'était pas encore venu. Ce n'était que le début. Et quand elle frapperait enfin, je serais prête à riposter. Le dessert était presque terminé, la cafetière faisant ses lents passages, quand ma mère a décidé de s'adresser directement à moi pour la première fois de la soirée d'une manière que tout le monde pouvait entendre. Elle a posé sa tasse avec un cliquetis délicat, s'est légèrement penchée en arrière et a souri de cette manière d'hôtesse parfaite qu'elle avait quand elle voulait que ses mots paraissent généreux, même quand ils ne l'étaient pas. Tu sais, Claire, a-t-elle commencé, je dois dire que tu as toujours été résiliente. Le mot est resté en suspens, juste assez longtemps pour que je sente le poids de la pause. Résiliente dans la bouche de ma mère. Ce n'était pas un compliment. C'était une reconnaissance à double tranchant, le genre que l'on fait à quelqu'un qui a eu une vie difficile, dont la majeure partie est de sa propre faute. Tu as traversé tant de choses, a-t-elle poursuivi, le regard fixe sur le mien. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu continues d'avancer. C'est admirable. Autour de la table, quelques personnes ont murmuré leur accord poli. Ma tante a souri vaguement. Mon cousin a hoché la tête. Mes frères ont gardé les yeux sur leurs assiettes. Si quelqu'un d'autre l'avait dit, peut-être que cela aurait été anodin. Mais venant d'elle, tu continues d'avancer, ressemblait moins à un éloge qu'à un « je n'ai aucune idée de comment tu as réussi à t'en sortir jusqu'ici ». Ce n'étaient pas les mots eux-mêmes. C'était le ton, l'histoire, le fait que je connaissais son langage mieux que quiconque. Je l'ai remerciée, ma voix calme, mon expression neutre. Résiliente n'était pas la pire chose dont elle m'avait jamais qualifiée, et je n'allais pas la laisser voir que ça m'atteignait. Mais j'ai remarqué la façon dont elle a légèrement incliné la tête après ma réponse, juste assez pour enregistrer sa déception. Elle cherchait une faille, un signe qu'elle avait touché le nerf qu'elle visait. Elle s'est agitée sur sa chaise et s'est adressée au reste de la table. Je veux dire, souvenez-vous de tout le bazar avec son appartement l'année dernière, dit-elle, regardant autour d'elle comme si elle partageait une anecdote amusante. La plupart des gens se seraient effondrés, mais pas Claire. Elle a juste survécu. Je pouvais sentir plusieurs perdus sur moi. Ils ne connaissaient pas les détails, juste assez pour imaginer une version des événements où j'étais la protagoniste d'un drame à moitié embarrassant. Dans son récit, mon avis d'expulsion n'était pas dû à un propriétaire corrompu. C'était dû à mon incapacité à gérer ma propre vie. Mes mois de résolution de problèmes minutieux étaient réduits à une bizarrerie de personnalité, la survie par l'entêtement. La conversation a continué sans interruption, mais je pouvais la voir me regarder du coin de l'œil. Elle tournait autour, testant les limites, voyant jusqu'où elle pouvait pousser sans se mettre la table à dos. Je savais exactement ce qu'elle faisait, car c'était la même stratégie qu'elle utilisait quand j'étais adolescente. Écorner mon image petit à petit devant un public, jusqu'à ce que le coup de grâce semble inévitable. À présent, je voyais la forme de la soirée plus clairement que jamais. L'invitation froide, l'accueil glacial, les commentaires entendus à la dérobée, la blague sur ma dépendance financière, et maintenant le compliment empoisonné. C'était un schéma, et elle le suivait pas à pas. Le dénouement approchait. Elle voulait que sa remarque cinglante soit le joyau de la soirée, la chose dont tout le monde se souviendrait. Je gardais les mains croisées sur mes genoux, ma posture détendue. En surface, j'étais juste une autre invitée savourant son dessert, mais à l'intérieur, je prenais des notes mentales avec la précision d'un sténographe de tribunal. Elle pensait qu'elle construisait la scène. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que chaque pièce qu'elle mettait en place était une pièce que je pouvais utiliser aussi. Quand elle a finalement détourné le regard, satisfaite d'avoir marqué son point, j'ai laissé mes yeux s'attarder sur elle un instant de plus. Si elle voulait voir de la résilience, je lui donnerais quelque chose de bien plus mémorable. Car lorsque son moment viendrait, lorsqu'elle essaierait enfin de lâcher la phrase qu'elle gardait de toute évidence en réserve, je n'allais pas broncher. J'allais brûler tout le script. La table s'était calmée, comme elle le fait toujours lorsque tout le monde est confortablement rassasié et que la soirée se dirige vers son acte final. Les verres à vin étaient à moitié vides. Les fourchettes reposaient paresseusement sur les assiettes à dessert. Les conversations s'étaient adoucies en petits groupes. C'est à ce moment-là que ma mère a décidé qu'il était temps.
Elle s'est redressée sur sa chaise, un signal subtil mais sans équivoque qu'elle était sur le point de reprendre le contrôle de la pièce. Les conversations annexes se sont tues presque instinctivement, les regards se tournant vers elle. Elle était à nouveau le centre de gravité. Elle a levé son verre, la tige délicate entre ses doigts. Je veux juste dire, commença-t-elle, sa voix chaude et claire, à quel point c'est merveilleux d'avoir tout le monde ici ce soir. Un murmure poli d'approbation parcourut la table. Elle a regardé mes frères, mes tantes, les cousins. Chacun a eu droit à un petit signe de tête, un sourire. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Et bien sûr, dit-elle, son sourire se crispant de manière presque imperceptible, Claire. Elle a laissé mon nom flotter, comme si elle le goûtait. Toi, a-t-elle continué, tu es vraiment à part. Je pouvais sentir le changement. Quelques personnes se sont légèrement penchées en avant, sentant où cela pouvait mener, mais assez incertaines pour rester immobiles. Tu as toujours été différente du reste d'entre nous. Provocatrice, imprévisible, et parfois. Elle a fait une pause, juste assez longue pour que le silence devienne inconfortable. Tu as rendu les choses plus difficiles qu'elle n'avait besoin de l'être. Ses yeux n'ont pas quitté les miens, mais elle a ajouté, comme pour adoucir le coup, je suppose que c'est juste ta nature. Et tu sais, elle a incliné la tête, sa voix baissant pour prendre un ton presque intime, pour être honnête, tu n'aurais jamais dû naître. Les mots ne se sont pas écrasés sur la table comme l'aurait fait un cri. Ils n'en avaient pas besoin. Ils se sont glissés dans l'espace entre nous comme une lame s'enfonçant proprement entre deux côtes. Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Puis le silence est devenu une chose vivante. Il a pesé sur les murs, s'est installé sur nos assiettes, a rempli chaque vide où la conversation avait existé. Les yeux de ma tante ont filé vers ses genoux. La mâchoire de mon frère aîné s'est contractée de manière presque imperceptible. Mon frère cadet a attrapé son verre de vin, mais n'a pas bu. Personne n'a dit un mot. Je n'ai pas détourné le regard d'elle. Si je le faisais, elle le prendrait comme une soumission. Au lieu de cela, je suis resté parfaitement immobile, mes mains sagement croisées sur la table. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à devenir insupportable. Plus il durait, plus l'inconfort se déplaçait de moi vers tous les autres. J'ai observé son visage attentivement. Il n'y avait aucun regret, aucun choc devant ses propres mots, juste un léger relèvement du menton, comme si elle avait enfin dit ce qu'elle retenait depuis le début de la soirée. J'aurais pu rire. J'aurais pu pleurer. J'aurais pu me lever et partir. Mais rien de tout cela n'aurait été suffisant. Elle voulait une scène, quelque chose qu'elle pourrait plus tard présenter comme « Claire qui réagit de manière excessive, encore une fois ». Je n'allais pas lui donner ça. Alors, je suis resté calme, délibérément, froidement calme. J'ai bu une longue gorgée de mon verre d'eau, je l'ai reposé, et j'ai finalement parlé. C'est une chose intéressante à dire à son propre dîner d'anniversaire. Mon ton était égal, mes mots mesurés, mais l'air dans la pièce semblait se contracter. Quelques personnes se sont agitées sur leurs chaises. J'ai alors vu une lueur dans ses yeux, pas de la peur, exactement, mais un éclair de quelque chose comme de la prudence. Parce qu'à cet instant, je ne jouais plus mon rôle habituel. Je n'étais plus celle qui encaisse en silence. J'étais celle qui tenait le silence en otage. Nous sommes restés figés ainsi un instant de plus. Mère et fille, de part et d'autre de la table, le reste de la famille pris dans l'espace gelé entre nous. C'était l'ouverture qu'elle avait préparée toute la soirée. Mais elle ne semblait pas réaliser que c'était aussi devenu la mienne. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, que ce que je dirais ensuite déciderait de la manière dont cette soirée resterait dans les mémoires. Je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que je n'avais pas de mots. J'en avais plein. Mais parce que je voulais qu'elle marine dedans. Le silence s'étendait sur la table comme une nappe de verre. Personne ne bougeait pour le briser. Même le bruit des couverts avait cessé. Les quelques personnes qui avaient encore du dessert fixaient simplement leurs assiettes. J'ai laissé mes yeux parcourir lentement, délibérément, un visage après l'autre. Mes frères, mes tantes, mes cousins, chacun évitait mon regard dès que je l'atteignais. Ma mère était la seule à ne pas détourner les yeux. Elle arborait toujours la même expression composée. Mais il y avait quelque chose de nouveau maintenant. Le plus petit tressaillement au coin de sa bouche, comme si elle résistait à l'envie de combler l'espace que je maintenais ouvert. J'ai posé légèrement mes coudes sur la table, me penchant juste assez pour réduire la distance sans parler.
On apprend beaucoup sur une personne quand on lui ôte la capacité de dicter le rythme. Ma mère avait l'habitude de contrôler le tempo de chaque conversation, assez rapide pour garder le dessus, assez lente pour que les gens se penchent pour l'écouter. Mais maintenant, avec moi ne disant rien, elle n'avait nulle part où aller. Les autres ont commencé à s'agiter. Ma cousine s'est raclée la gorge doucement. Mon frère aîné a bougé sur sa chaise, comme s'il se préparait à dire quelque chose, avant de se raviser. L'air dans la pièce était si lourd que je pouvais presque le sentir pressé contre ma peau. Quand j'ai finalement parlé, je n'ai pas haussé la voix. C'est un sentiment intéressant à partager devant sa famille, dis-je, mon ton aussi plat que si nous discutions de la météo. La tension dans la pièce s'est accrue. Quelqu'un a toussé doucement. Elle a incliné la tête, feignant l'innocence. C'est juste la vérité. A-t-elle répondu avec le genre de cruauté désinvolte qui avait défini une si grande partie de ma vie. J'ai hoché la tête lentement, comme si je considérais ses paroles. La vérité, dis-je, est une chose étrange lors d'un dîner de famille, surtout quand c'est le genre de vérité qu'on a déguisé pour ressembler à de l'honnêteté. Mais en réalité, j'ai laissé la phrase en suspens. J'ai observé la façon dont ses doigts se sont légèrement resserrés autour du pied de son verre à vin, une fissure capillaire dans sa performance. Tu as essayé de raconter une histoire ce soir, ai-je continué, ma voix toujours calme, conversationnelle, une histoire où je suis le problème, le fardeau, l'erreur. C'est malin, vraiment. Le faire par petits morceaux pour que ça paraisse anodin. Une blague par-ci, un compliment cinglant par-là, et puis le grand final. Quelqu'un à table s'est agité, mal à l'aise. Les yeux de ma tante ont fait la navette entre nous. Mais voilà le truc, dis-je, me penchant en arrière maintenant, lui donnant un espace qu'elle n'avait pas mérité. J'ai écouté toute la soirée, et je pense qu'il est juste que tout le monde entende le reste de l'histoire aussi. Son sourire n'a pas disparu, mais il a vacillé juste assez pour montrer qu'elle avait perdu l'emprise facile qu'elle avait sur la soirée. Je ne me suis pas lancé dans un grand déballage tout de suite. Cela aurait été trop facile pour elle de le rejeter comme une crise. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence s'installer à nouveau, plus lourd cette fois, car maintenant toute la table attendait que je parle. Et dans cette pause, le pouvoir a changé de camp. Pour la première fois de la soirée, ce n'était plus elle qui tenait la salle. C'était moi. Quand j'ai finalement rouvert la bouche, ce n'était pas pour attaquer. Pas encore. C'était pour la faire se demander jusqu'où j'étais prête à aller. Je suis restée silencieuse pendant longtemps, dis-je doucement. Principalement par respect pour cette famille. Mais le respect est une voie à double sens. Et ce soir, tu as très clairement montré dans quelle direction va le tien. Le silence qui a suivi n'était pas le même silence cassant d'avant. Celui-ci avait du poids, des conséquences. J'ai baissé les yeux sur mon assiette, puis les ai relevés vers elle. Je suis prête à raconter ma version, dis-je. Et je pense que tu la trouveras un peu plus difficile à balayer d'un rire que celle que tu racontes. Je n'ai pas précipité les choses. S'il y a une chose que ma mère m'a apprise, c'est que le timing est essentiel. Elle avait passé toute la soirée à imposer son rythme, laissant la tension monter jusqu'à pouvoir livrer sa réplique pour un impact maximal. C'était maintenant à mon tour d'utiliser la même tactique contre elle. J'ai gardé ma voix égale. Tu te souviens du dernier Thanksgiving? Son expression n'a pas changé, mais j'ai vu ses yeux se plisser légèrement. Bien sûr, dit-elle. Tu te souviens comment tu as dit à tout le monde que j'avais oublié d'apporter les tartes, ai-je demandé. Alors qu'en réalité, tu m'avais dit de ne rien apporter parce que tu les avais déjà commandées? Il y eut une pause. Mon frère cadet a levé les yeux de son café. Ma tante s'est agitée sur sa chaise. Je n'ai jamais dit. Comment ça ma mère? Si, tu l'as dit, ai-je affirmé, toujours calme, toujours posé. Tu me l'as dit au téléphone la veille. N'apporte rien. On s'occupe de tout. Et puis, devant tout le monde, tu as fait une blague sur le fait que je ne contribuais jamais. Tu as ri, ils ont ri. Je suis restée silencieuse. Son sourire s'est crispé, mais elle n'a plus interrompu. Je me suis penché légèrement en avant, m'adressant maintenant à toute la table. Et ce n'est pas la seule fois, n'est-ce pas? Il y a eu l'année où je déménageais et où tu as dit à tout le monde que j'avais refusé ton aide. La vérité, c'est que tu ne l'as jamais proposé. J'ai découvert plus tard que tu avais dit à mes frères que je ne voulais pas que la famille s'en mêle. Personne à table ne parlait. Ce n'était pas parce qu'ils ne me croyaient pas.
C'était parce qu'il me croyait, et qu'il ne voulait pas l'admettre. J'ai laissé mes yeux les parcourir lentement avant de revenir vers elle. Ça a toujours été comme ça. De petites histoires, de petits changements, juste assez de vérité pour rendre le mensonge crédible. Et toujours en public, toujours avec un public. Parce que si on répète quelque chose assez souvent, les gens finissent par le croire. La main de ma mère s'est crispée sur son verre de vin. Elle ne m'avait toujours pas quitté des yeux, mais l'immobilité de son visage n'était plus du contrôle. C'était de la retenue. J'ai décidé de réduire encore la distance. Tu sais ce que j'ai entendu d'autre ce soir, ai-je dit, alors que j'étais dans le couloir pour chercher un verre d'eau. Ses lèvres se sont pincées. Tu as dit à tante Margaret que j'avais de la chance d'être ici, que tu avais fait des sacrifices à cause de moi, que ta vie aurait été meilleure si je n'étais pas né. La réaction autour de la table fut subtile. Quelques yeux se sont écarquillés. Une main s'est figée à mi-chemin d'une tasse. Mais c'était suffisant pour me dire qu'ils avaient déjà entendu des choses de ce genre, même si ce n'était pas aussi directement. Je n'ai pas haussé la voix, mais je me suis assuré que mes mots étaient clairs. J'ai passé des années à me demander si c'était moi, si j'étais trop difficile, trop différente, trop. Et je me suis plié de toutes les manières possibles pour essayer d'être le genre de fille que tu voudrais revendiquer. Mais la vérité, c'est que rien de ce que je faisais n'allait jamais changer cette histoire que tu racontes. Parce que l'histoire n'a jamais été à mon sujet. Elle était à ton sujet, toi qui avais besoin de quelqu'un à pointer du doigt quand tu ne voulais pas te regarder en face. Elle a ouvert la bouche comme pour répondre, mais j'ai continué, ne lui laissant aucun espace pour m'interrompre. Je t'ai regardé transformer ma vie en une fable édifiante pour le reste de la famille. J'ai écouté pendant que tu déguisais la cruauté en honnêteté. J'ai souri à des blagues qui n'en étaient pas, et j'ai accepté des compliments qui n'étaient que des insultes mieux formulées. Et pendant longtemps, je me suis dit qu'il était plus simple de te laisser avoir le dernier mot. J'ai marqué une pause, non pas pour elle, mais pour moi, pour sentir le poids de ce que j'allais dire ensuite. Ce soir, j'ai fini de te le laisser. Les mots semblaient épaissir l'air entre nous. Elle s'est légèrement reculée, sa posture toujours droite, mais ses yeux plus vifs maintenant, calculateurs. Autour de la table, personne n'osait parler. Même ceux qui avaient ri plutôt gardaient maintenant les mains croisées, leurs expressions neutres. J'ai balayé la pièce du regard une fois de plus, observant l'inconfort, le malaise, la prise de conscience qui s'installait. Et puis je l'ai regardé à nouveau. Tu voulais me rabaisser ce soir, dis-je doucement. Mais le truc, quand on pousse quelqu'un dans un coin, c'est que parfois, il arrête d'essayer de s'échapper. Parfois, il riposte. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le faible tic-tac de l'horloge dans le couloir. Le visage de ma mère n'avait pas beaucoup changé, mais son immobilité n'était plus du contrôle. Elle se préparait. Elle savait que la fin de cet échange ne lui appartiendrait pas. Je me suis légèrement reculé, laissant la tension respirer. Je n'avais pas besoin de sentir le silence. Son poids faisait plus de dégâts que n'importe quelle voix élevée n'aurait pu le faire. Tu as eu ton mot à dire ce soir, commençai-je, d'un ton mesuré. Et pendant la majeure partie de ma vie, tu as eu le dernier mot. Tu as façonné la façon dont les gens me voient dans cette famille. Tu as choisi les histoires qu'ils entendent, et tu as décidé encore et encore que ta vérité était la seule qui comptait. Ses lèvres se sont pincées et, pour la première fois de la soirée, elle a semblé un tout petit peu moins sûre d'elle. J'ai continué, toujours calme. Mais il y a quelque chose que tu n'as jamais pu contrôler. La façon dont je te vois. Et après ce soir, je pense qu'il est juste que j'arrête de garder ça pour moi. Je me suis penché en avant, les coudes sur la table, et j'ai planté mon regard dans le sien. Tu dis que je n'aurais jamais dû naître. Eh bien, si c'est vrai, alors chaque sacrifice dont tu aimes te vanter n'a servi à rien. Chaque histoire que tu racontes sur la difficulté de m'élever, chaque soupir, chaque plainte, tout ça n'a aucun sens, parce que tu ne m'as jamais voulu au départ. Et pourtant, me voilà, toujours là, vivant une vie que tu n'as pas le droit de raconter. Son verre de vin était toujours dans sa main, mais ses doigts s'étaient tellement resserrés autour que je m'attendais à moitié à ce qu'il se brise. Tu voulais que je me sente petite ce soir, dis-je, ma voix douce mais ferme. Mais tout ce que tu as fait, c'est montrer à tout le monde ici à quel point il faut être petit soi-même pour traiter sa propre fille de cette façon. La table était silencieuse. Plus personne ne nous regardait directement. Ils étaient pris entre l'envie de partir et la compulsion d'assister à la fin.
J'ai repoussé ma chaise lentement, le bruit fort dans la pièce silencieuse. Je n'ai pas pressé le mouvement. Tout dans ce moment devait être délibéré. En me levant, j'ai posé ma serviette soigneusement sur la table et j'ai redressé ma posture. Alors voici ma vérité, dis-je. Si faire partie de cette famille signifie accepter que je suis une erreur, alors je vais vous faciliter la tâche. Vous n'avez plus besoin de me revendiquer. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table, non pas pour jauger les réactions, mais pour laisser mes mots s'installer là où ils le devaient. J'ai porté le poids de ta version de moi assez longtemps. À partir de maintenant, je porterai la mienne. Sans toi. Je me suis retourné vers elle, mes derniers mots calmes, mais tranchants. Tu n'as plus le dernier mot. C'est moi qui l'ai. J'ai attrapé mon manteau drapé sur la chaise vide à côté de moi, je l'ai enfilé lentement, et j'ai marché vers la porte. Le son de mes pas semblait anormalement fort dans le silence. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a appelé. Même ma mère est restée assise, fixant l'espace que je venais de quitter. En atteignant la porte, j'ai fait une brève pause, non pas pour regarder en arrière, mais pour prendre une dernière bouffée de cet air que j'étais sur le point de laisser derrière moi. Puis je l'ai ouverte et je suis sorti dans le froid. Le couloir semblait plus large qu'à mon arrivée. L'air de la nuit, plus vif mais plus pur. Je pouvais encore entendre le faible bourdonnement de la conversation qui reprenait derrière moi, mais il était distant maintenant, étouffé, sans importance. Pour la première fois depuis des années, je me sentais légère. Pas heureuse, exactement, pas encore, mais plus légère. Je n'étais pas venu dîner en prévoyant de quitter ma famille, mais je l'avais fait, et le sol sous mes pieds semblait plus stable pour cela. J'ai descendu la rue sans me retourner, les mains chaudes dans mes poches malgré le froid hivernal. Le bruit de la ville m'a englouti et je l'ai laissé faire. Chaque pas m'éloignant un peu plus de la personne qu'il pensait connaître. Ce soir, j'avais quitté la table selon mes propres termes, et je savais que je ne m'y assiérais plus jamais. Les portes de l'ascenseur ont mis une éternité à arriver, mais ça ne me dérangeait pas. Chaque seconde passée dans ce couloir faiblement éclairé ressemblait à une expiration que j'avais retenue pendant des années. Mon pouls était maintenant stable, les pointes d'adrénaline s'estompant pour laisser place à quelque chose de plus calme, de plus pur. Quand les portes se sont finalement ouvertes, je suis entré et j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. En se refermant, j'ai aperçu mon bref reflet dans le panneau en miroir, col de manteau relevé contre le froid, cheveux légèrement en désordre à cause de la chaleur de l'appartement, des yeux clairs comme je ne les avais pas vus depuis longtemps. Pour la première fois, je ne cherchais pas de signe de défaite sur mon visage, et je n'en ai trouvé aucun. La descente fut silencieuse, juste le faible bourdonnement des machines. J'ai alors réalisé que le silence était différent ici de celui de la table. Là-haut, il avait été suffocant, utilisé comme une arme. Ici, il avait le goût de la liberté. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, le hall de l'immeuble m'a accueilli avec l'odeur piquante de l'air hivernal qui s'infiltrait par les portes vitrées. Le portier a levé les yeux de son bureau et m'a fait un petit signe de tête, mais je ne me suis pas arrêté. Mes bottes claquaient doucement sur le sol poli alors que je marchais droit vers la nuit. Dehors, New York faisait ce qu'elle fait toujours, bouger, se presser, vivre. Les voitures sifflaient sur les rues mouillées. Des voix s'élevaient par bribes de piétons emmitouflés. De la vapeur s'enroulait depuis les grilles de métro. J'ai laissé les sons m'envelopper, remplaçant l'écho de la voix de ma mère par quelque chose de vivant, de réel. Je n'avais pas de destination. J'ai juste marché, passant devant des fenêtres éclairées où la vie d'étranger se déroulait en scène miniature. Passé l'épicerie du coin, son enseigne au néon clignotant. Passé la librairie que je visitais après le travail, avant d'arrêter de prendre du temps pour moi. Le froid me mordait les joues, mais je l'accueillais. Il me maintenait ancré dans mon corps, dans ce moment. Quelque part entre la 7e et la 8e rue, je me suis arrêté à un passage piéton et j'ai réalisé que je ne pensais pas à ce qui venait de se passer. Je pensais à ce qui n'arriverait plus. Fini les dîners où j'arrivais déjà prête à encaisser les coups. Fini de mesurer chaque mot au cas où il deviendrait une munition plus tard. Fini de m'asseoir à une table où ma présence était tolérée, mais pas désirée. Cette pensée n'avait pas le goût de la perte. C'était comme si on m'avait enlevé quelque chose de lourd que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié sa présence. J'ai traversé la rue quand le feu est passé au vert, la lueur de la ville se reflétant sur le pavé luisant. Dans mon esprit, la scène de l'étage se rejouait, les mots de ma mère, ma propre réponse, l'immobilité qui a suivi. Pendant des années,
j'avais imaginé la confronter, mais j'avais toujours imaginé que ça se terminerait par des cris, des larmes. Au lieu de cela, ça s'était terminé par le contrôle. Le mien. C'était ça, ai-je réalisé, la vraie victoire. Pas le fait d'avoir parlé, mais la manière dont je l'avais fait, sans la laisser m'entraîner dans le chaos dont elle se nourrissait. J'ai tourné dans une rue secondaire plus calme, le genre de rue où l'on peut entendre ses propres pas. Une fine couche de givre scintillait sur les voitures garées. Au loin, une sirène a hurlé, puis s'est évanouie. J'ai pensé à ce à quoi ressemblerait le lendemain pour elle, aux appels qu'elle passerait. La version de l'histoire qu'elle raconterait, comment je l'avais embarrassée, comment j'avais mal interprété ses mots, comment j'avais réagi de manière excessive. Mais je savais aussi que, peu importe comment elle le présenterait, elle n'oublierait pas le regard dans mes yeux quand je me suis levé de cette table. Elle n'oublierait pas que pour une fois, elle n'était pas partie en pensant qu'elle avait gagné. Quand j'ai finalement arrêté de marcher, j'étais devant mon propre immeuble. Je n'avais même pas réalisé que je rentrais chez moi. J'ai sorti mes clés, le métal froid contre ma peau, et j'ai ouvert la porte. À l'intérieur, l'odeur familière de mon appartement m'a enveloppé. J'ai enlevé mon manteau, l'ai accroché au porte-manteau, et je suis resté là un instant dans le silence. Cette fois, le silence ne semblait pas vide. Il semblait mérité. Ce soir, j'avais quitté la table familiale pour la dernière fois. Et bien qu'ils puissent raconter l'histoire différemment, je connaissais la vérité. Ce n'était pas moi qui avais perdu quelque chose. C'était eux. Je n'ai pas dormi tout de suite cette nuit-là. J'ai préparé un thé, me suis blotti sur le canapé avec les lumières tamisées, et j'ai laissé la vapeur réchauffer mon visage tandis que la ville murmurait à l'extérieur de mes fenêtres. Mon téléphone était posé face contre table sur la table basse. Je savais qu'il commencerait bientôt à s'allumer. Appel manqué, message non lu, peut-être même un d'elle, prétendant que rien ne s'était passé. Mais je ne l'ai pas pris. Au lieu de cela, je suis resté avec le silence. Pas le silence cassant et lourd de la table de dîner de ma famille, mais le genre de silence qui ressemble à un espace qui s'ouvre à l'intérieur de vous. Un espace dont vous ne réalisiez pas qu'il vous manquait. J'ai pensé à toutes ces années que j'avais passées à essayer de m'insérer dans un moule qu'elle avait construit pour moi. Une version de moi-même plus petite, plus silencieuse, plus facile à contrôler. Je m'étais tordu dans des formes qui ne me convenaient pas juste pour éviter des moments comme ce soir. Mais la vérité, c'est que des moments comme ce soir étaient inévitables. Parce que peu importe ce que je faisais, l'histoire qu'elle racontait sur moi ne changerait jamais. Et c'était peut-être la chose la plus difficile et la plus libératrice à accepter enfin. Les gens parlent de couper les ponts comme d'un acte de colère, un choix du genre, tout brûler. Mais assise là, dans mon propre salon, j'ai réalisé que ce n'était pas ce que je ressentais. Je n'étais pas en colère. Je ne préparais pas de vengeance. Je ne voulais juste plus continuer à me présenter à des endroits où ma valeur devait être prouvée encore et encore. Je ne voulais plus donner à quelqu'un le pouvoir de décider si j'étais assez ce jour-là. Et peut-être que le vrai pouvoir n'est pas de gagner la dispute. Peut-être qu'il réside dans le choix de ne plus s'asseoir à cette table du tout. J'ai fini mon thé, rincé la tasse et éteint la lumière de la cuisine. L'appartement était sombre maintenant, à l'exception de la faible lueur des lampadaires extérieurs. Je suis resté un moment près de la fenêtre, regardant la ville qui m'avait vu au meilleur et au pire de moi-même. Et j'ai pensé, c'est à moi. Mon espace, ma paix, ma vie. Aucune permission requise. Je suis allé me coucher sans vérifier mon téléphone. Ce qui m'attendait là pouvait attendre demain, ou ne jamais venir. Je ne devais de réponse à personne. Plus maintenant. Alors que je tirais la couverture sur moi, une dernière pensée s'est installée dans ma poitrine, comme quelque chose que j'avais porté depuis toujours, mais que j'avais enfin déposé. Je n'étais pas parti ce soir parce que je la détestais. J'étais parti parce que je m'aimais davantage. Je n'ai pas gardé la colère. J'ai gardé la distance et la paix. Si vous avez déjà dû vous éloigner d'une dynamique familiale toxique, partagez votre expérience dans les commentaires. Je les lis tous. Et dites-moi d'où dans le monde vous regardez en ce moment. J'adorerais savoir jusqu'où cette histoire voyage. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire.